Il ferma sa braguette, recula d'un pas et cracha au pied de la pierre. Une pierre ancienne, taillée à la main, couverte d'inscriptions oubliées, dressée là comme une frontière entre le visible et l'invisible. Dans la pénombre de la forêt, un souffle glacé passa. Derrière lui, un murmure, ou peut-être une voix. Julien frissonna, mais se força à sourire. Il venait d'uriner sur la tombe d'un homme que les anciens appelaient encore l'intouchable. 3 mois, avait-il dit. 3 mois pour prouver que rien n'arriverait. Mais dès cette nuit-là, il ne dormirait plus jamais tranquille. Avant de continuer, dis-moi en commentaire, dans quel pays regardez-vous cette vidéo? Un jeudi d'automne, un matin de brume sur Lyon, le ciel était bas, la lumière froide, coupante, presque clinique. C'était le genre de jour où le silence dans les rues pesait plus lourd que les voitures. À l'université Lumière Lyon 2, l'amphithéâtre 4 résonnait du bourdonnement des étudiants. On annonçait un départ collectif pour un voyage d'études dans les Cévennes, plus précisément dans un petit village reculé, Saint-Hilaire-le-Bois. Une bourgade qu'aucun d'eux n'avait jamais vue. Juste un nom sur une fiche, une destination imposée par leur professeur d'histoire ancienne. 2 jours de terrain, immersion totale, avec des points à gagner pour l'examen final. Parmi les étudiants, Julien Delcourt, 20 ans. Fils d'un député influent, né avec une cuillère en or massive dans la bouche et une arrogance taillée sur mesure. Il n'écoutait que lui-même. Julien n'avait jamais été contrarié dans sa vie. Son père lui répétait que tout problème avait une solution, s'il était traité avec un bon avocat et une enveloppe. Julien y croyait fermement. C'est ce qui le rendait invulnérable. Du moins, c'est ce qu'il pensait. À ses côtés, Armand, même âge, même classe, mais pas le même monde. Originaire de Grenoble, fils d'un ouvrier carrossier et d'une aide-soignante. Boursier, discret, toujours un cahier de notes à la main, toujours à suivre Julien comme son ombre. Pas par admiration, mais parce que Julien payait bien. Travaux de groupe, devoirs à relire, Armand avait appris à vivre sous son aile. Une forme de survie. Une complicité faussement équilibrée, où le respect n'était jamais mutuel. Quand le bus est parti ce matin-là, Julien s'était installé au fond, jambes croisées sur 2 sièges, lunettes de soleil sur le nez malgré le ciel gris. Il avait ri en voyant les autres se presser avec leurs sacs à dos et leurs pique-niques. Lui avait son chauffeur privé pour les grands trajets, mais ce voyage était obligatoire. Il le vivait comme une punition. La route vers Saint-Hilaire-le-Bois était longue, sinueuse, encadrée de pins noirs et de collines silencieuses. Le GPS indiquait une arrivée prévue en fin d'après-midi. Mais à midi, le professeur demanda une pause. « Faites une halte. Dégourdissez-vous. Prenez l'air, dit-il. » Le bus s'arrêta sur une petite aire déserte, bordée d'une forêt ancienne. Quelques tables en bois, des toilettes mobiles et un sentier qui s'enfonçait dans les arbres. Tout semblait calme. Trop calme. Julien descendit, inspecta les lieux avec une moue de dégoût. « Sérieusement? Vous voulez que je pisse là-dedans ?» lança-t-il en désignant les toilettes. Il s'éloigna dans la forêt, mains dans les poches, suivi de quelques camarades amusés. Armand, lui, resta un peu en arrière, les mains tremblantes. C'est là qu'un vieil homme apparut, sorti de nulle part comme si le décor l'avait sculpté lui-même. Sa voix, rauque, vibrait comme un vieux vinyle trop usé, ne touchait à rien. Cette terre est scellée, elle ne pardonne pas. Ses yeux étaient clairs, presque translucides, et il fixait Julien droit dans l'âme. Une seconde de silence, puis les rires. Julien haussa les épaules, moqueur. Il ne croyait pas aux fantômes. Il ne croyait qu'au pouvoir de l'argent. Armand, pâle, le supplia du regard. « Viens, s'il te plaît. On rentre. » Mais Julien avait déjà tourné les talons. Il avait vu une pierre, étrange, posée droite au milieu d'une clairière. Couvert de symboles, le monument semblait vivant, comme s'il respirait sous les mousses. Julien s'approcha. « Regardez bien, je vais vous prouver que vos histoires sont des conneries. » Il abaissa sa fermeture éclair. Il le fit, sans hésiter. Un souffle passa à ce moment précis, glacé, comme si la forêt avait retenu sa respiration. Les autres avaient fui. Armand, en larmes, attendait à l'orée du bois. Julien revint, le sourire aux lèvres. Rien, il ne s'est rien passé. Ce vieux était fou. Mais cette nuit-là, quelque chose changea. Une fin d'après-midi lourde tombait sur Saint-Hilaire-le-Bois. Le ciel, d'un gris profond, semblait écraser le petit village cévenol comme une cloche de silence. Les maisons de pierre, toutes serrées les unes contre les autres,
formait un damier figé dans le temps. Pas un bruit, pas un oiseau. Même les chiens, d'habitude prompts à aboyer dès qu'un bus s'arrête, semblaient avoir disparu. Le véhicule universitaire entra dans le village comme un intrus, ses roues crissant sur les graviers. À l'intérieur, le regard de Julien était figé. Il ne disait rien. Il n'avait pas prononcé un mot depuis qu'il était remonté dans le bus 1 heure plus tôt. Sa mâchoire était serrée, son front humide, mais son sourire, ce sourire suffisant qu'il affichait toujours, n'était plus là. Les étudiants furent répartis dans un hôtel rudimentaire au centre du bourg. 3 étages, murs décrépits, odeur de feu de bois et d'humidité ancienne. Armand partageait la chambre de Julien. Dès qu'ils posèrent leurs affaires, Julien alla se doucher, longuement, silencieusement. Il ressortit propre mais nerveux, ses gestes moins assurés. Armand l'observait du coin de l'œil, sans oser parler. Un malaise épais s'était glissé entre eux. Un silence qui n'était plus seulement de la fatigue. La nuit tomba vite. Une nuit lourde, sans lune, sans vent. Le village semblait figé sous verre. Dans leur chambre, alors que tout était calme, Julien s'allongea sans un mot. C'est dans ce calme absolu que le cauchemar commença. Il se vit de nouveau dans la forêt. Les mêmes arbres, le même sentier, la même pierre. Mais cette fois, il faisait nuit noire. Un noir qui n'avait rien d'humain. Tout semblait étouffé, même sa propre respiration. Il ressentit une envie violente d'uriner, irrésistible. Il ouvrit sa braguette, les mains tremblantes. Et au moment où le jet commença, des dizaines d'enfants surgirent de l'obscurité. Leurs visages n'avaient pas d'yeux, seulement des orbites noires qui pleuraient du sang. Ils pointaient Julien du doigt. Il riait, un rire sec, métallique qui vibrait dans son crâne. Et lui ne pouvait pas s'arrêter. Il pleurait, mais continuait à uriner. Julien hurla et se réveilla en sursaut. La pièce était baignée de pénombre, l'odeur insoutenable. Armand alluma la lumière. Le lit était trempé. Julien, les yeux humides, regardait ses draps. Il n'arrivait pas à parler. Armand, gêné, recula, puis quitta la chambre en silence. À la réception, il demanda de nouveaux draps. Il ne dit rien, ni à la réceptionniste, ni aux autres étudiants. Il avait compris que ce n'était pas une simple fuite nocturne. C'était autre chose. Julien passa le reste de la nuit éveillé, assis sur le rebord du lit. Il n'avait plus sommeil. Son regard fixait le mur, mais il semblait regarder ailleurs, à travers, à l'intérieur. Lorsqu'Armand revint avec les draps propres, Julien lui murmura sans le regarder « Je crois qu'il y a un truc qui m'a suivi. » Sa voix était celle d'un homme qui commence à douter de sa propre réalité. Mais ce n'était que le début. Le lendemain matin, à l'aube, Saint-Hilaire-le-Bois baignait dans une lumière crue, presque clinique. Le soleil avait percé entre les nuages, mais sans chaleur, sans douceur. Les rues étaient encore désertes, le froid mordait les murs de pierre, et l'air sentait l'humus, le bois brûlé, et quelque chose d'autre. Quelque chose d'imperceptible, une odeur ancienne, comme si le village lui-même retenait son souffle. Les étudiants s'étaient levés tôt pour rejoindre leur professeur sur la place principale, face à l'église. Tous semblaient normaux, bavards, curieux de la suite de l'excursion. Tous sauf un. Julien marchait un peu à l'écart, le visage fermé, les cernes profondes. Ses vêtements étaient propres, mais ses gestes trahissaient une fatigue étrange, inhabituelle. Il avançait lentement, comme si chaque pas était pesé, douloureux. Armand, toujours silencieux, le suivait à distance. Il n'osait pas poser de questions. La nuit d'avant avait suffi à faire basculer leur relation dans une zone incertaine, trouble. Julien n'avait plus cette supériorité arrogante. Il avait peur, mais il ne voulait pas que ça se voie. Le groupe se dirigea vers les hauteurs du village pour visiter les anciens sentiers druidiques. Le guide local, un homme taiseux à la barbe grise, expliqua que cette région avait longtemps été considérée comme terre des morts par les anciens. Des forêts entières interdites, des pierres sacrées qui ne devaient pas être déplacées. Personne ne réagit, sauf Julien. Il détourna les yeux, son souffle était court. Il commençait à transpirer malgré le froid mordant du matin. Vers 10 heures, il demanda à s'éloigner, prétextant une migraine. Le professeur accepta, pensant à un simple malaise. Julien retourna seul vers le bus, garé plus bas. Il monta à l'intérieur, s'assit à l'arrière. Les rideaux tirés, il ferma les yeux. Il voulait juste dormir. Quelques minutes. Il s'allongea, mais dès qu'il sombra dans le sommeil, le cauchemar reprit. Cette fois, il ne voyait plus la pierre,
Il voyait lui-même, allongé, immobile, entouré de silhouettes noires au visage masqué. Elle chantait, un chant grave, guttural, incompréhensible. Ses mains étaient liées. Il voulait hurler, mais sa bouche était scellée. Une silhouette s'approcha, brandissant quelque chose, un rouge, palpitant. Julien ouvrit grand les yeux. Il se réveilla, trempé. De nouveau, la puanteur dans le bus était insoutenable. Il s'était à nouveau uriné dessus. Il sortit précipitamment du véhicule, les mains sur la bouche, pris de panique. Le village semblait tourner autour de lui. Il ne savait plus s'il était réveillé ou non. Il se cacha derrière un muret, s'effondra au sol. Ses mains tremblaient. Son souffle était saccadé. Il avait compris. C'était pas une malédiction abstraite. Quelque chose était en lui, ou contre lui, ou derrière lui. Il n'en savait rien. Mais ça ne s'arrêterait pas. Armand le retrouva 1 heure plus tard, assis seul, les yeux rouges, le visage vidé. Julien murmura simplement « Je ne peux pas rester ici ». Et pour la première fois, Armand vit une faille. Une vraie, pas une peur de façade. Une terreur nue, enfantine, absolue. Une nuit tombée sur Saint-Hilaire-le-Bois sans prévenir. Pas de crépuscule doré, pas de transition douce. Juste une chute soudaine du jour dans un noir total, comme si la lumière elle-même avait fui. Le vent s'était levé, sifflant entre les maisons, faisant claquer les volets et gémir les vieilles charpentes. L'hôtel vibrait sous les bourrasques. Les étudiants, rassemblés dans la petite salle commune, jouaient aux cartes, riaient à demi-voix, insouciants. Julien, lui, restait seul dans sa chambre, assis sur le rebord du lit, le regard vide. Il n'osait plus s'allonger, il n'osait plus fermer les yeux. Chaque battement de paupières était devenu une épreuve. Armand entra, doucement, et ferma la porte derrière lui. Le silence était pesant. Julien leva les yeux lentement. « J'ai encore rêvé, mais cette fois, j'étais éveillé. » Il avait les traits tirés, la peau pâle, presque cireuse. Il ajouta d'une voix rauque. « Je crois que je vais mourir ici. » Armand ne répondit pas. Il s'approcha, s'assit en face de lui. Il savait quelque chose d'invisible était à l'œuvre. Il le sentait, depuis le début. Julien tremblait. Il sortit un billet froissé de sa poche, le posa sur la table de chevet. « Il faut qu'on retourne dans cette forêt. Ce soir. Maintenant. » Un silence lourd, tendu, les enveloppa tous les deux. Dehors, le vent s'intensifiait. Le village entier semblait retenir sa respiration. Armand, après une longue hésitation, acquiesça d'un signe de tête. Il savait que cette décision allait changer le cours de tout. Ils sortirent discrètement de l'hôtel, capuche enfoncée sur la tête. Le froid était glacial, mordant, anormal pour la saison. Les ruelles de Saint-Hilaire-le-Bois étaient vides, éclairées par quelques rares lampadaires tremblants. Ils rejoignirent David, un autre étudiant resté à l'écart, originaire du coin. Julien le retrouva près du cimetière, adossé à un mur. Il le supplia, les genoux au sol. « S'il te plaît, conduis-moi. Je n'en peux plus. » David le regarda longuement, sans parler. Puis il fit demi-tour, sans un mot. Ils le suivirent. Le sentier dans les bois n'avait plus rien d'un décor naturel. Tout y semblait figé, irréel. Les arbres étaient immobiles, les feuilles mortes refusant de crisser sous leurs pas. Le silence était si absolu qu'on entendait les battements de cœur. David marchait devant, une lampe torche à la main, le visage fermé. Après une longue marche, ils arrivèrent devant une hutte dissimulée entre les troncs, éclairée seulement par une flamme vacillante. Julien recula. Il ne s'attendait pas à ça. La cabane semblait respirer. Une présence invisible pesait sur eux. David murmura « Enlève tes chaussures, c'est sacré. » Julien obéit immédiatement, les mains tremblantes. Armand le suivit. Ils entrèrent. Dans la pénombre, un homme était assis, vieux, aveugle, un bandeau rouge sur les yeux. Ah, il les attendait, sans dire un mot. Puis sa voix s'éleva, grave, lente, comme venue d'un autre temps. « Tu sais pourquoi tu es ici? Tu le sais, n'est-ce pas? » Julien s'effondra à genoux. « Aidez-moi, je vous en supplie. » L'homme se leva lentement, s'approcha, posa sa main sur la tête de Julien. Un frisson parcourut l'air. Le vieil homme murmura alors « Il t'a marqué. Le souffle de l'ancien est en toi. Tu as réveillé un esprit qui ne pardonne jamais. Il voulait ton âme, il voulait ton souffle. Tu ne peux pas le fuir, mais tu peux encore négocier. » Et dans un silence effroyable, l'homme annonça ce que Julien redoutait par-dessus tout. Un peu plus tard dans la nuit, au cœur de la forêt cévenole, sous une pluie fine que même les branches épaisses ne suffisaient plus à filtrer, la hutte semblait posée là depuis 1000 ans.
Le vent tournait autour comme s'il n'osait pas entrer. À l'intérieur, le feu ne crépitait pas. Il ne faisait ni chaud ni froid. Le temps semblait suspendu. Le vieil homme restait debout, face à Julien agenouillé, les yeux toujours couverts par ce tissu rouge terne. Il ne bougeait presque pas, mais son souffle était lourd, perceptible. Julien, lui, avait les mains jointes, crispées. Sa voix tremblante n'osait briser le silence. « Je suis prêt à tout. Dites-moi ce qu'il faut faire. » Le vieil homme hocha lentement la tête, comme s'il validait quelque chose que Julien ne comprenait pas encore. Puis, enfin, il parla. Chaque mot tombait comme un couperet, sec, irrévocable. Le mal que tu as réveillé réclame un prix. Ce n'est pas ton esprit qu'il veut, mais ce qui t'a permis de le provoquer. Tu devras sacrifier une part de toi, définitivement. Un silence. Armand, assis près de la porte, serra les dents. Il pressentait ce qui allait suivre. Le vieil homme continua, plus lentement, plus grave encore. Soit tu renonces à ton pouvoir de donner la vie, soit à celui d'évacuer ce qui en toi circule. Julien fronça les sourcils, perdu. Qu'est-ce que vous? Mais il comprit. Ses yeux s'agrandirent. Il voulut parler, protester, mais sa bouche resta entr'ouverte, figée. Il recula légèrement, comme si les mots eux-mêmes étaient un poison. Le vieil homme ne bougeait plus. Il venait de tracer une ligne invisible au sol, une frontière. Julien mit plusieurs secondes à retrouver sa voix. Vous me demandez de choisir entre ma virilité ou ma capacité à vivre normalement? Le vieil homme acquiesça sans émotion. Tu n'as que 3 jours. Pas un de plus. Julien se leva d'un bond, pris d'un vertige violent. Armand tenta de le retenir. Julien vacilla, mais resta debout, le regard vide. 3 jours. 3 jours pour décider quel organe il sacrifierait. Ou alors, il mourrait. Ce n'était pas une métaphore. C'était une sentence. Une date limite. Mais ce n'était pas tout. Avant qu'il ne quitte la hutte, le vieil homme, dans un dernier souffle, ajouta « Ou tu peux aussi offrir à sa place un autre corps, pas le tien. Un autre, si le sacrifice est sincère, il sera accepté. » Il tourna alors lentement sa tête bandée vers Armand. Aucun mot n'était nécessaire. Julien comprit. Et Armand sentit au même instant que quelque chose venait de basculer dans le regard de son ami. Pas une lueur de panique, pas une gratitude, mais un calcul. Le lendemain matin, un vendredi glacial se leva sur Saint-Hilaire-le-Bois. Le village, couvert d'une brume épaisse, semblait s'être contracté pendant la nuit. Les volets restaient clos, les ruelles étaient vides, et même les coqs, d'ordinaire bruyants à cette heure, semblaient s'être tus. L'hôtel était plongé dans un silence étrange. Un silence qui ne venait pas du sommeil, mais d'une tension sourde, étouffante. Julien se réveilla tôt. Trop tôt. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Il avait passé des heures à fixer le plafond, le souffle coupé, le cœur battant par vagues, à ruminer cette phrase que le vieil homme avait laissée comme un piège. Tu peux aussi offrir à sa place un autre corps. Dans la petite salle à manger de l'hôtel, il retrouva Armand, déjà attablé devant un café noir. Ses mains tenaient la tasse, mais ses yeux étaient ailleurs, loin, très loin, peut-être encore dans cette forêt. Julien s'assit face à lui. Aucun mot n'était prononcé. Le temps s'étirait entre eux comme un câble prêt à céder. Puis Julien, d'une voix neutre, presque douce, lança « Tu sais que je suis fils unique ». Armand ne répondit pas. Julien continua « Toi, tu as plusieurs frères et sœurs. Je pourrais te sortir de là. Toi et toute ta famille, te payer tes études, un logement à Grenoble, un avenir. » Sa voix restait calme, trop propre. Armand posa lentement sa tasse, le regard fixe. Julien ajouta plus bas « Ce que je te demande, c'est pas de mourir. C'est juste un organe, une fonction. Tu continueras à vivre, mieux encore, plus richement. » Le silence, à cet instant, devint insupportable. Puis Armand se leva sans un mot et quitta la salle. Pas un regard, pas un souffle, rien. Comme s'il n'avait pas entendu. Julien resta seul, les mains tremblantes, le cœur frappé d'un mélange de frustration et d'angoisse. Il pensait qu'Armand hésiterait, qu'il reviendrait, qu'il négocierait peut-être, mais il n'avait rien vu venir dans ce silence. Rien d'autre qu'un mur. Plus tard dans la journée, Julien chercha David. Le garçon du village, celui qui connaissait la forêt, celui qui avait tout déclenché en l'y conduisant. Il le trouva près de la petite chapelle, assis sur un banc de pierre, seul, calme. Julien s'approcha, le regard bas. « Tu as entendu ce que le devin a dit. Tu sais ce qu'il me faut.
Et je sais que toi, tu n'as pas grand-chose à perdre. » David releva lentement les yeux. Son regard n'avait rien d'effrayé. Il avait la froideur d'un couperet. Il le fixa longuement. Puis, d'un ton sec, tranchant, « Tu veux m'acheter comme un morceau de viande ?» Julien tenta de tempérer, de sourire. « Non, je veux t'aider, te faire une offre. » David se leva. D'un geste vif, il attrapa Julien par le col, le plaqua contre le mur de pierre de la chapelle. Son souffle était brûlant. « Tu as pissé sur une tombe sacrée. Tu as ri. Tu as défié ce qu'on ne défie pas. Et maintenant, tu veux vendre un autre homme à sa place? Tu ne mérites même pas une tombe. » Puis il le relâcha, sans violence. Il le fixa une dernière fois et partit, lentement, sans se retourner. Julien resta seul, sonné, les jambes fléchies, le souffle court. Pour la première fois, il sentit la panique profonde. Une panique qui ne vient plus du doute, mais de la certitude. Un samedi soir, le dernier. La pluie avait recommencé à tomber sur Saint-Hilaire-le-Boisse, fine, glacée, continue, comme un chuchotement permanent. Le village était plus silencieux que jamais. Même les volets semblaient fermer les yeux. Dans la chambre 203 de l'hôtel, Julien était seul. Armand ne logeait plus avec lui. Le lit à côté du sien était vide, défait, et le miroir au mur lui renvoyait un visage qu'il ne reconnaissait plus. Creusé, décomposé, étranger. Cela faisait désormais 48 heures qu'il n'avait pas dormi. À chaque tentative, le cauchemar revenait. Toujours plus précis, toujours plus envahissant. Les visages d'enfants sans yeux, les rires aigus, la sensation de ne plus être seul dans son propre corps. Julien s'était enfermé, physiquement et mentalement. Il ne répondait plus aux appels, n'allait plus aux activités de groupe. Il ne mangeait presque plus. Il restait là, assis sur le bord du lit, à fixer ses propres mains, comme s'il y cherchait une réponse. 3 jours. Il ne lui en restait qu'un. Moins peut-être. Il ne savait plus vraiment. Le temps n'était plus linéaire. Il battait en arrière, avançait par soubresauts, le perdait. Il se leva d'un coup, comme si une voix l'avait appelé. Il enfila ses vêtements, prit une lampe torche, sortit de l'hôtel sans croiser personne. Le village n'était plus qu'une ombre sous la pluie. Les lampadaires grésillaient. Il marcha sans réfléchir, les pieds dans l'eau, jusqu'à retrouver le sentier qui menait à la forêt. Il n'avait pas de plan, pas d'idée. Il voulait juste comprendre, ou supplier, ou disparaître. À mi-parcours, une silhouette l'attendait. Armand, sous un vieux parapluie, debout, immobile, comme s'il avait prévu son arrivée. Julien s'arrêta à quelques pas, incapable d'avancer. Armand le fixa longuement. Il n'y avait plus de peur dans ses yeux, seulement un mélange de tristesse et de pitié. Julien s'approcha lentement, puis il tomba à genoux dans la boue. Il éclata en sanglots. Il murmura son prénom 1 fois, 2 fois. « Je voulais pas te sacrifier. Je voulais juste vivre. Je savais pas quoi faire. » Armand ne répondit pas. Il se contenta d'avancer lentement vers lui, s'accroupit, posa une main sur son épaule. Pas pour le consoler, juste pour lui dire qu'il avait compris. Julien releva les yeux, rougit, gonflé. « Est-ce que tu crois qu'il me reste une chance ?» Armand resta silencieux un instant, puis souffla doucement. « Ce n'est plus entre tes mains. » Le vent se leva à cet instant, violent, comme une réponse immédiate. La forêt gronda, les arbres se ployèrent. Une lumière rouge s'alluma entre les troncs, lointaine, pulsante, vivante. Julien, pris de panique, se recroquevilla au sol, les mains sur les oreilles. Armand le fixa, impuissant. Il savait que ce moment était au-delà de toute logique humaine. Dans la nuit noire d'un dimanche très tôt, alors que Saint-Hilaire-le-Bois dormait d'un sommeil trop calme, une brume rouge s'élevait lentement au-dessus des bois. Le vent avait cessé, la pluie aussi. Le silence, devenu total, n'avait plus rien de naturel. C'était le genre de silence qui précède un drame, celui qui prend à la gorge, celui qui immobilise tout. Et dans ce silence-là, quelque chose veillait. Julien marchait seul désormais. Il avait quitté Armand, à l'orée du bois, incapable de supporter un regard de plus. Il avait les yeux écarquillés, le souffle court. Sa lampe torche tremblait dans sa main et chaque pas semblait l'enfoncer un peu plus dans une nuit qui n'avait pas de fond. Il ne pensait plus, il ne priait plus, il avançait, mécaniquement, comme si quelque chose tirait ses jambes. Et puis, il la vit, la pierre. Elle était là, au milieu d'une petite clairière, baignée dans une lueur écarlate. Elle semblait briller de l'intérieur. La mousse qui la recouvrait la veille avait disparu. À sa place, une chair vive, palpitante, comme une peau.
Julien s'arrêta net. Son cœur battait si fort qu'il en entendait les échos dans ses oreilles. Un souffle passa, derrière lui, il se retourna. Rien. Mais il savait. Il n'était plus seul, il ne l'avait jamais été. Un rire, faible, lointain, d'enfants, puis 2, puis 10. Il venait de toutes parts. Des voix hautes, aiguës, moqueuses. Julien recula, trébucha, tomba dans la boue. Il se releva en hurlant, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Sa bouche s'ouvrait, mais l'air refusait d'en sortir. Il suffoquait. Et puis, ils apparurent. Des silhouettes, comme la première nuit, petites, déformées. Des enfants au visage blanc, sans pupilles, au sourire figé. Ils entouraient la clairière, lentement. Ils n'avançaient pas. Ils flottaient. Julien recula jusqu'à heurter la pierre. Il sentit sa chaleur contre son dos, et il comprit. Il allait mourir ici. Il posa ses 2 mains au sol, essaya de supplier, mais son corps ne répondait plus. La pierre vibrait contre lui. Elle pulsait. Il sentit une douleur monter dans son ventre, aiguë, tranchante. Une douleur qui montait le long de sa colonne, qui irradiait sa poitrine. Il hurla. Enfin. Mais aucun mot, juste un cri brutal, instinctif. Puis tout s'arrêta. La lumière rouge s'éteignit d'un coup. Les enfants disparurent, le vent reprit, la pluie aussi. Julien s'effondra, les yeux ouverts, immobile. Et le silence revint. Le lundi matin, vers 6 heures, Saint-Hilaire-le-Bois s'éveilla dans une brume dense, presque surnaturelle. La pluie avait cessé, mais le sol restait gorgé d'eau, boueux lourd, comme si la terre elle-même pleurait encore. Le bus des étudiants, stationné devant l'hôtel, attendait déjà, moteur coupé. Le professeur, soucieux, vérifiait la liste des présents. Julien manquait à l'appel. Armand était là, debout, près du porche, silencieux, les traits figés. Il savait. Il savait depuis la nuit. Depuis qu'il avait attendu sur ce chemin, seul, jusqu'à ce que le vent tourne, jusqu'à ce que les voix cessent, jusqu'à ce que la forêt recrache son dernier souffle. Il n'avait pas revu Julien. Il ne voulait pas. Il n'avait rien dit non plus, à personne. Il était rentré, couvert de boue, les yeux rougis, la gorge nouée. Il avait pris une douche, fait sa valise, comme si rien ne s'était passé. Comme si Julien avait simplement disparu. Le professeur hésita, puis donna l'ordre de partir. Officiellement, Julien avait quitté le groupe dans la nuit. Un appel serait passé à ses parents, à la gendarmerie. Une enquête serait ouverte. Mais dans les yeux d'Armand, la vérité ne faisait aucun doute. Sur la route du retour, le bus roulait lentement entre les virages de montagne. Les étudiants dormaient, bercés par le mouvement. Armand, lui, fixait le paysage à travers la vitre. Il ne pensait pas à Julien. Pas vraiment. Il pensait à ce qu'il avait vu grandir en lui ces derniers jours. Une lucidité brutale. Le pouvoir ne rachète pas l'orgueil. La peur ne justifie pas le sacrifice des autres. Julien n'était pas mort à cause d'un esprit. Il était mort de lui-même, par son refus de s'incliner, de demander pardon, de se taire. À l'arrivée à Lyon, Armand descendit du bus, serra quelques mains, puis s'éloigna seul. Il ne parla plus jamais de cette excursion. Il enterra Julien dans un silence propre, froid, sans cérémonie. Mais il n'oublia rien. 3 ans plus tard, Armand travailla à Toulouse. Ingénieur, logement stable, salaire confortable. Il fit venir ses parents, ses frères. Il remboursa les dettes. Il reconstruisit ce que la pauvreté avait dévoré. Il n'avait rien sacrifié d'autre que l'idée de rester faible. Il n'avait jamais revu David. Il ne retourna jamais à Saint-Hilaire-le-Bois. Mais parfois, en pleine nuit, seul dans son appartement, il croyait entendre des pas d'enfants courir derrière sa porte. Alors, il se levait. Il allumait toutes les lumières. Il ouvrait doucement la porte. Et il ne trouvait que le silence. Et vous, que feriez-vous si quelqu'un que vous aimiez vous demandait de sacrifier une partie de vous pour lui sauver la vie? Est-ce que la loyauté a des limites? Est-ce que l'amitié résiste à la peur? Est-ce que l'argent, parfois, détruit plus qu'il ne protège? Laissez un commentaire. On lit chaque mot. Et si cette histoire vous a touché, partagé, choqué, dites-nous si vous voulez une suite. Parce que certaines ombres dans les forêts françaises ne dorment jamais vraiment.